semaine de capharnaüm budgétaire, de hausse d'impôts dans tous les sens. Voilà, Bercy vient de nous expliquer que il y aura des économies. Non seulement il y aura des économies, mais en plus, le taux de dépenses publiques va baisser. Bon, très bonne nouvelle. Je veux bien que ce soit une bonne nouvelle. Moi, j'ai du mal à m'y résoudre. Ou alors, on peut à la baisse de la dépense publique. Bon. Non, mais on peut se dire que, compte tenu des circonstances, tout ce qui n'est pas totalement négatif est une bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Nourrissons l'optimisme. Il se passe que la croissance, parce que oui, il y a une croissance de la dépense publique, mais comme la croissance de la dépense publique est inférieure à la croissance de l'inflation, eh bien, il y a proportionnellement entre le numérateur et le dénominateur une petite inflexion qui fait que le taux a un tout petit peu baissé de 0,2. Mais pardon, alors, hors inflation, on est donc à une augmentation de 0,8 points des dépenses publiques. La croissance, elle, est de 1%, donc mécaniquement, puisque c'est un ratio sur PIB, il baisse. Mais 0,8% d'augmentation, c'est quand même une dépense qui augmente. Qui augmente. Très ça peu. Veut dire... Oui, mais qui augmente, Raphaël. Comme la population, qui est de plus en plus vieille aussi, qui a besoin de dépenses de santé, il y a de plus en plus de retraités. Donc oui, mais on a besoin d'avoir... Alors, c'est probablement pas le moment où on peut le faire, mais il va falloir que l'on réduise la dépense publique. Il va falloir que l'on réaffecte des emplois d'administration d'un endroit où il y en a trop, vers des endroits où il n'y en a pas suffisamment. Et il va falloir que l'on ne remplace pas la totalité des fonctionnaires qui partent et que l'on arrête d'employer de nouveaux fonctionnaires, ce que l'on n'a jamais arrêté de faire depuis 10 ans. Donc oui, il va falloir que l'on réduise la dépense publique. Et il va falloir que l'on la réduise en montrant, comme dans n'importe quelle entreprise, je ne dis pas que l'État est une entreprise, mais il y a quand même un certain nombre de comportements que l'on peut aller trouver dans les entreprises et essayer de voir comment on les décline dans la sphère publique. Et il va falloir que l'on montre comment, en dépensant moins, on peut mieux faire ce que n'importe quelle entreprise est capable de faire lorsqu'elle est dans une situation de crise. Donc effectivement, il y a des réflexes qu'il va falloir que l'on intègre. C'est peut-être pas aujourd'hui, dans la situation politique dans laquelle nous sommes, qu'on est capable de faire ces nouvelles approches. Est-ce qu'on connaît un seul pays qui a baissé sa dépense publique ? Oui, de mémoire, on peut la maîtriser, on peut ralentir l'augmentation. En 2000, quand Suarez arrive, il y a des coupes sombres dans les dépenses publiques. Mais je voudrais peut-être prendre un petit peu de hauteur sur le débat, au risque peut-être de surprendre, puisqu'on dit souvent que je suis libéral. Pour moi, le problème, c'est pas est-ce que je fais de la dépense publique ou pas. Comme l'a dit Léon Déas, c'est est-ce qu'elle est efficace. Moi, que ça soit 1 euro fait par un entrepreneur ou 1 euro par l'État, à la fin des fins, c'est quelle est la productivité de cette dépense. Donc moi, je suis relativement neutre par rapport à son origine. Sauf que l'expérience montre qu'en général, les entrepreneurs soumis à la concurrence sont plus efficaces que l'État. Donc attention, ce qui est important, en effet, c'est le rendement de la dépense. Il faut voir la dépense. L'efficacité de l'euro dépensé, effectivement. Le deuxième point, c'est que dépenses publiques, ça ne veut rien dire. Il y a des dépenses de fonctionnement, où c'est là où c'est évident qu'il faut réformer, et puis il y a des dépenses d'investissement. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est quand on regarde le budget, pour moi, les deux, je laisse bien sûr la défense, c'est nécessaire, les choses absolument indispensables, ce qui prépare l'avenir, ça s'appelle l'éducation et la recherche-développement. Quand je vois que France Relance, je crois qu'on a raboté le budget de l'éducation nationale, alors vous allez me dire, je suis professeur, je suis jugé parti, on investit... 2000 postes de plus. Ouais, non, mais en budget, c'est pas extraordinaire. Donc ça me gêne aussi. La question n'est pas est-ce que je dépense plus ou est-ce que je dépense moins. Enfin, c'est pas que ça. C'est je dépense pour faire quoi ? À nouveau, la productivité de la dépense publique. Donc, vous voyez, le débat n'est pas si simple. Et puis, vous connaissez mon dada. Moi, je pense qu'à la fin des fins, le vrai sujet de la France, certes, il faut faire des efforts vis-à-vis des marchés financiers. C'est pas la dépense publique, c'est l'insuffisance de croissance. Enfin, on le sait tous autour de cette table. Si vous voulez avoir de déficit, Emmanuel, on a une des meilleures croissances de la zone euro. Non, mais je veux dire, si vous voulez avoir plus de déficit budgétaire, moi je vous donne la recette. Pas besoin de réduire la dépense publique. Les Français aiment la dépense publique. Il faut simplement augmenter la taille du gâteau. Enfin, ça a été écrit 10 000 fois par les économistes, par le Conseil d'analyse économique, par Patrick Artus, par moi-même, par Philippe Aguillon. Premièrement, augmenter le taux d'emploi. On est encore 9 points en dessous de l'Allemagne, et augmenter les gains de productivité. Tout ça a été démontré. Si la France avait des gains de productivité, un taux d'emploi à peu près similaire à l'Allemagne, on aurait même, tenez-vous bien, un excédent budgétaire. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts sur la dépense, notamment en termes de signal vis-à-vis des marchés financiers. Mais très honnêtement, le vrai sujet, c'est quand est-ce qu'on fera des
réforme structurelle. Et ça, je le dis sur votre plateau depuis un an. Avant 2027, il n'y aura rien. Il ne se passera rien. Mais faisons des réformes structurelles. Et tant qu'on n'aura pas les histoires d'âge de la retraite, d'entrée des jeunes sur le marché du travail, de lutte contre l'illettrisme, tout le reste, j'ai envie de dire, pour moi, c'est du second ordre. Le vrai sujet, c'est pas est-ce que je dépense plus ou moins, c'est où est la croissance perdue en France. Et on le sait, on connaît les leviers, taux d'emploi, gain de productivité. Est-ce que ce budget soutient ou abîme le potentiel de croissance de la France? Je pense notamment à la surtaxe d'impôt sur la société. Alors, on a sorti les ETI, on va parler de la situation des ETI dans quelques minutes. Il y a une centaine d'ETI qui sont sortis de l'assiette de cette surtaxe de 2025. Surtaxe maintenue en 2026, contrairement aux promesses du gouvernement. Est-ce que ça devient la martingale budgétaire, en quelque sorte, c'est 8 milliards de rendement sur nos très, très grands groupes, Olivier Loincy, ceux qui vont bien, ceux du CAC 40, ceux qui sont sur l'ensemble des marchés mondiaux. Est-ce que ça abîme vraiment leur compétitivité ou pas? Ou est-ce que, finalement, à concentrer 8 milliards de recettes sur 300 très grands groupes, on arrive à faire passer la pilule budgétaire sans trop abîmer la croissance française? Deux éléments de réponse, parce que je pense que ce n'est pas la seule, entre guillemets, martingale. Premier point, sur le tissu productif français, on a une caractéristique en Europe qui est héritée de Gaulle-Pompidou, c'est d'avoir plus de grands groupes que les autres pays européens. Par exemple, en nombre de grands groupes industriels, on en a plus que l'Allemagne, qui fait pourtant 3 fois plus de valeur. On a plus de grands groupes industriels que l'Allemagne, qui fait 3 fois plus de valeur ajoutée. C'est une caractéristique. Deuxième caractéristique de ces groupes, ils ont relativement bien, même excessivement bien, réussi leur internationalisation. Le taux d'emploi, c'est-à-dire le nombre de salariés de ces grands groupes qui sont hors de France, est à peu près 60%, quand dans les autres pays comparables, on parlera peut-être de l'Allemagne et de l'Italie, c'est 40%. Même Safran vient de passer les 50%. C'est un groupe dual, civil-militaire, mais qui a quand même un certain ancrage militaire et dont on pourrait penser... Mais passer les 50% de quoi, pardon? Je ne suis pas sûr de bien comprendre. 50% des employés du groupe Safran ne sont plus en France. D'accord. Et ça fait des groupes qui sont extrêmement agiles pour décider là où ils investissent. Donc, grosso modo, bien plus que la PME ou que le TI, mais ce n'est pas pour ça qu'il faudrait taper dessus, ce type de taxe-là, en tous les cas, dans le milieu industriel, n'est qu'une demi-peine pour ces grands groupes. Si les conditions ne sont pas bonnes en France, j'irai investir ailleurs et je ferai mes profits ailleurs. Donc, ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas très grave, mais que ça abîme l'emploi. Ah non, c'est grave pour le tissu industriel français, parce que ces grands groupes nourrissent après les PMI et les ETI. On en reviendra sans doute sur ce baromètre de Trendéo. Le deuxième élément, moi, qui me catastrophe dans ce budget, et qui fait dire que pour moi, c'est pas un budget de compromis, mais pour l'industrie, c'est un budget de compromission. On décide de suspendre la réforme des retraites, ça coûte 1 milliard, 1,5 milliard. On pompe 1 milliard dans l'apprentissage. Enfin, je sais bien que c'est pas juste un siphon comme ça. Mais symboliquement, c'est fondamental. J'étais au téléphone ce week-end avec des gens du territoire de Lac-Potard, le territoire de notre ancien Premier ministre. Et ils nous racontent des histoires de jeunes qui ont décidé de s'engager dans l'apprentissage, et presque plus que devant la baisse des aides, mais devant l'incertitude du gouvernement sur ce mécanisme, on a moins 20% d'un contrat d'apprentissage dans l'industrie. On fout en l'air parce qu'on fait du zigzag des générations de jeunes dans le moment le plus crucial, l'un des moments les plus cruciaux de leur vie, pas leur mariage, mais leur entrée dans le monde professionnel. C'est pas une question de milliards d'euros dans le budget, c'est une question de confiance dans ce pays, de valeur travail, de passage du statut d'étudiant et de confiance dans l'avenir. Le deuxième point, c'est la CVAE. Le dernier arbitrage qui a été fait, il est classique en France, et on sait depuis des décennies que ça va pas, c'est qu'on a encore préservé un peu de pouvoir d'achat à la marge, et on tape sur l'investissement. Oui. Et comment vous voulez revenir à une souveraineté avec ça? Je veux dire, il y a une contradiction totale entre les faits et les déclarations. Entre ce qu'a dit Emmanuel et ce qu'a dit Olivier, les points de croissance que, effectivement, Emmanuel veut insuffler à notre pays pour être capable de s'offrir tous ces services sociaux qui sont notre modèle, eh bien, c'est dans la réindustrialisation. Et ce que l'on voit dans notre budget qui vient de sortir, et dont je veux bien croire que c'est mieux d'avoir un budget peut pas en avoir, mais son contenu, il flingue à peu près toutes les pistes
qui sont les pistes de réindustrialisation. Déjà, lorsque l'on veut dissuader quelque chose, on le taxe. La CVAE, c'est un impôt de production. C'est-à-dire qu'on taxe, donc on dissuade le fait de venir produire en France. Donc c'est vraiment... c'est vrai, quand on met bout à bout l'apprentissage, la CVAE et effectivement les capacités d'investissement des grands groupes, on pénalise l'avenir pour essayer de satisfaire l'immédiateté d'un budget qui doit passer. Peut-être qu'il n'y avait pas d'autre solution, mais l'image que ça donne de notre pays est quand même absolument désolante et aux antipodes de ce qu'est l'image de la volonté, et je pense qu'on la connaît, la volonté des industriels de vouloir réinvestir en France. Et on a presque des forces entrepreneuriales qui veulent regarder l'avenir et l'État qui lui dit non, la priorité c'est le passé ou le présent. C'est vraiment un moment de forte tension entre l'État et la nation. L'avocat du diable, on peut aussi dire que si les industriels sont si engagés dans le développement national, ils peuvent payer leurs apprentis eux-mêmes sans avoir besoin pour des Bac+3 à Bac+5 de 10 milliards de subsides publics payés par l'ensemble de la nation pour des gens qualifiés et hautement employable. On a aussi des déficits. Moi, ce qui me gêne, je rejoins Olivier, ce qui me gêne, c'est les changements de trajectoire. À partir du moment où on a décidé d'une politique, c'est l'instabilité. On pouvait discuter, en effet, je suis assez d'accord avec vous, c'était discutable. Mais à partir du moment où on a décidé quelque chose, il y a une trajectoire, donc il y a des anticipations, il y a des jeunes qui ne changent pas. Enfin, moi, pour le coup, là, on est, je crois, tous les trois d'accord. Moi, ce qui me frappe, c'est une évidence en même temps, c'est qu'on sacrifie l'avenir. Enfin, toujours les mêmes. Pardon, c'est quand même toujours les mêmes qui sont sacrifiés, c'est-à-dire les jeunes. Et ça, pardon, malheureusement, on en a déjà parlé sur ce plateau, ça s'appelle de l'économie politique du déficit budgétaire. À la fin des fins, ce qu'on cherche, c'est à tenir encore un an. On n'est pas dans la préparation de l'avenir et on essaye, en effet, on coupe, sans jamais se poser la question du rendement. Ça, c'est important pour nos auditeurs. Une dépense n'est pas inutile, une dépense peut avoir un rendement. Une dépense éducative, ça rapporte. C'est pas moi qui le dis. Vous avez plein d'études qui vous montrent d'ailleurs que le rendement de l'éducation diminue plus vous êtes éduqué. Absolument. Tout ça, ça rapporte. Une très belle étude là-dessus. Je trouve très intéressant le contraste qu'il y a entre ces constats qu'on vient de faire et l'axe sur lequel le MEDEF a, comment dirais-je, totalement orienté sa communication et ses priorités, qui est l'éducation et sur les jeunes. Et je trouve vraiment que le MEDEF, de ce point de vue-là, est parfaitement le porte-parole de ce qui nous préoccupe collectivement dans la totalité du tissu économique. C'est effectivement préparer nos jeunes, comment ils arrivent quand on les embauche, qu'est-ce qu'il faut faire pour compléter leur formation qui est désormais véritablement insuffisante pour à peu près toutes les missions qu'on veut pouvoir leur confier. Et ce sujet-là, eh bien, il montre que quand on entreprend et quand on investit, c'est qu'on croit dans un pays. Et nous continuons à croire dans notre pays, j'allais presque dire contre vents et marées. C'était juste une petite séquence de patriotisme pour contrebalancer le caractère un peu désespérant de ce budget qui est en train d'arriver à son épilogue. Bon, il a le mérite d'exister. Il a le mérite d'exister. Prenons le mérite. On va pouvoir avancer. On va pouvoir avancer à 2027. Exister, il faut tenir un an. Mais guère plus.